il faut apprendre aux gens à prendre soin de soi et ne pas voir le fait de prendre soin de soi comme quelque chose d'égoïste. Au final, c'est que du positif, c'est ça. Ok. Bonjour et bienvenue dans le podcast Gyms on the Move. Ici, mon magnifique van est situé à Bruxelles, juste devant le club Gyms de Oudergem. On va parler de motivation avec des super invités. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bonjour, c'est Elena. Je suis ici dans mon super van avec des super invités pour le Gyms on the Move. Donc en fait, on va bouger dans toute la Belgique, on va s'arrêter devant les clubs gym, on va aller à la rencontre de nos membres, on va avoir des super invités et aujourd'hui, on va parler de la motivation. C'est parti. Et on va commencer par la première invitée, qui est une ancienne de la Red Panthers, coach de hockey, maman, qui est en master en psychologie clinique, coach en psychologie mentale et performance. Ça fait un très long CV. Bienvenue à toi, Joy Jourette. Comment vas-tu? Merci Elena, ça va super bien. Je suis ravie d'être là. Bienvenue également à Priska Sako qui travaille depuis 11 ans ici chez Gyms. Vous êtes responsable de club, vous en savez beaucoup sur le fitness et sur la motivation. Comment allez-vous? Ça va super bien, merci Elena, je suis ravie d'être là. Joy, tu as toujours pratiqué le sport à haut niveau, tu as maintenant choisi de travailler comme psychologue et coach mental. Pourquoi ce choix? Parce que je pense que c'est un élément déterminant de la performance qui est jusqu'à présent, en tout cas en Belgique, sous-employé. C'est un outil formidable et j'ai envie d'aider les athlètes et les équipes à performer. Donc j'ai voulu m'engager là-dedans. Et que fais-tu maintenant? Tu travailles comme préparateur mental. Qui fait appel à tes services? Ce sont des clubs, ce sont des entreprises? Dis-nous tout. Alors, on travaille en entreprise, mais on travaille aussi dans le sport de haut niveau ici en Belgique. On travaille avec des équipes, avec des athlètes, les deux. Et on travaille principalement sur tout ce qui est dynamique d'équipe et leadership. Ok, aujourd'hui, le sujet principal, ça va être sur la motivation. J'espère que vous aurez beaucoup de choses à nous dire là-dessus. C'est parti. Aujourd'hui, on va donc parler de la motivation. Joy, quelle est la pire idée reçue que tu as entendue à propos de la motivation? Sur la motivation, c'est allez, rassemble-toi, tu vas y arriver, il faut y aller, comme si ça dépendait d'un switch on-off, alors qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en compte et des éléments évidemment individuels, mais sur lesquels on peut être aidé aussi par des personnes, par un entourage bienveillant et qui sait apporter les outils. Donc ne pas culpabiliser quand on n'a pas de motivation, mais faire appel aux gens qui sont autour de soi parce que les outils existent et les personnes existent aussi pour aider dans des tâches à être motivées. Oui, c'est super intéressant parce que parfois les personnes se disent « je comprends pas, moi je suis pas motivée, mais mon meilleur ami il est toujours motivé, comment ça se fait que l'un est différent de l'autre ?» T'as une explication à ça? Faut vraiment se faire aider, se dire que c'est pas grave, de pas être toujours motivé non plus. C'est absolument pas grave et c'est un réflexe tout à fait naturel. L'être humain va comparer. On se compare tout le temps. C'est tout à fait naturel. Donc pas de panique, ça arrive à tout le monde. Même les gens les plus qui ont tout ce qu'ils veulent, ils se comparent aux autres. Mais par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'employer ces comparaisons pas de manière négative, mais de manière positive et constructive. Donc par exemple, une comparaison négative va faire que on va se sentir moins bien qu'une autre personne. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dire cette personne qui est mieux que moi dans ce domaine-là pour l'instant, comment est-ce que je peux m'inspirer d'elle? Comment est-ce qu'elle peut devenir un rôle modèle? Comment est-ce que je peux apprendre de ce qu'elle a en plus de moi? Donc c'est vraiment essayer de flipper quelque chose de négatif en quelque chose de positif. C'est ça, toujours aller vers le positif. Et toi, Priska, est-ce que tu as déjà entendu comme ça un cliché sur la motivation? Dis-nous. Ben oui, évidemment, et je rejoins vraiment Joy sur ce qu'elle disait aussi. Donc pour moi, c'est vraiment une absurdité, c'est de penser que les personnes qui nous inspirent, les athlètes de haut niveau, ou même simplement certains sportifs qu'on peut croiser à la salle, on les croise très très souvent. On peut s'imaginer que ce sont des gens qui sont toujours motivés. Et évidemment que ces gens-là, ils ont aussi des coups de mou comme tout le monde et c'est OK, c'est tout à fait normal. Je parle ici d'athlètes ou de sportifs de haut niveau, mais ça peut être même moi personnellement, on me dit toujours mais toi t'es toujours super motivé, c'est normal, tu dois donner des cours de fitness, ça se voit que t'es toujours à fond, mais c'est normal.
que ce soit pas toujours le cas, en fait. C'est surtout de la discipline. Là, on a rencontré un gymster tout à l'heure et il a dit, moi, c'est de la discipline. Je viens 6 fois par semaine. C'est pas toujours de la motivation, c'est de la discipline. Donc, c'est 2 choses différentes. Mais donc, Joy, est-ce que tu dirais que c'est une question de caractère? Certaines personnes ont plus de caractère à aller, à être motivées et d'autres moins? Ou comment tu pourrais dire? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? Mais c'est intéressant comme question. Le caractère, c'est un peu une boîte noire. On met plein de choses dedans. Qu'est-ce que ça veut dire le caractère? Moi, je vais plus parler de traits de personnalité. Oui, il y a des traits de personnalité qui sont plus aptes à avoir de la discipline, effectivement. Moi, par exemple, je suis nulle avec la discipline et pourtant, j'ai fait du sport de haut niveau. Donc, c'est possible. Mais par contre, c'était vraiment un travail pour moi, une prise de conscience de ce que je devais mettre en place pour atteindre mes objectifs. Donc, il y a une part d'inné, il y a une part d'acquis comme dans tout, mais c'est pas une fatalité. Et donc, il faut apprendre à se connaître. C'est le plus important, c'est le point de départ, c'est apprendre à se connaître, ce qu'on fait bien, ce qu'on fait naturellement, ce qu'on fait un peu moins bien, et ce qu'on fait un peu moins bien, y travailler pour atteindre ses objectifs. Oui, c'est ça. Donc, il y a des profils de personnalités différentes et en fonction de ça, on sait si on a besoin de cet outil-là ou l'autre. Est-ce que c'est la même chose pour un sportif professionnel qu'un sportif amateur? Oui, parce que toutes les personnalités, les profils de personnalité sont imaginables. Et dans une équipe, quand on travaille avec des équipes, on voit tous les profils de personnalité différents. Et c'est ça qui est génial, c'est cette diversité qui est fantastique. Donc oui, évidemment, ça s'applique pour les deux. Et donc Joy, toi tu remarques dans les équipes qu'il y a certaines personnes qui sont plus leaders, d'autres plus suiveurs. Est-ce que ça fait partie vraiment d'un rôle d'avoir une équipe comme ça où il y a différents profils? Oui, bien sûr, c'est tellement intéressant. Nous, on travaille avec un concept de leadership partagé. Donc, on essaye vraiment de trouver au sein de l'équipe les différentes forces de chacun pour que tout le monde participe au leadership au sein de l'équipe. Mais dans les différents profils, c'est ça qui est fantastique, c'est que chaque profil amène quelque chose d'unique dans l'équipe. Donc, c'est ça qu'on recherche, c'est vraiment que la diversité devienne complémentarité. Oui, c'est ça. Au final, la différence de chacun fait la force de l'équipe. Exactement. Et toi, Priska, est-ce que tu vois souvent des gens qui sont démotivés à la salle ou qui viennent te parler, qui viennent te dire « Ah, aujourd'hui, je suis pas motivée, mais je vais quand même faire quelques petites séries d'exercices ». Explique-nous, toi, ton ressenti quand tu vois des gens qui sont démotivés. Est-ce que c'est la majorité des personnes ou pas du tout? Ça arrive, évidemment, dans des salles de fitness, c'est assez fréquent que des personnes perdent la motivation. En général, tu me disais, est-ce que tu en vois souvent? C'est justement ça, on commence à moins les voir, ouais. Donc, c'est-à-dire leur fréquence d'entraînement diminue. Mais il y en a certains aussi qui viennent nous voir et allez, moi par exemple, ils me disent, écoute Priska, je suis venue, mais vraiment j'ai dû traîner un petit peu le pied là, j'avais pas envie de venir. J'ai pris sur moi, je suis là, donc bonne chose qu'ils soient là. Et là, ils sollicitent un petit peu notre aide pour leur entraînement du jour, quoi. Mais c'est ça d'ailleurs, tu disais, justement les gens démotivés, on les voit pas, on les voit moins. Ouais. Est-ce que vous mettez des choses en place? Est-ce que tu vois, ce membre-là, il est plus venu depuis 3 semaines, on va peut-être aller le repêcher, essayer de le remotiver. Est-ce que vous avez quelque chose qui est mis en place par rapport à ça? Oui, on essaye de suivre un petit peu la fréquence de nos membres. Bon, maintenant, on a quand même une base de données qui est assez importante. Oui. C'est pas évident non plus au quotidien. C'est surtout lié au fait qu'on se lie assez rapidement à nos membres, et donc on va constater par nous-mêmes que effectivement ça fait longtemps que j'ai plus vu un tel, une telle, et donc on prend délibérément contact avec la personne pour lui dire tiens voilà, ça fait un moment qu'on t'a plus vu. C'est pas encore je vais dire automatisé dans nos systèmes, mais ça serait bien que ça le soit à l'avenir, ça c'est sûr. On va avoir un super idée. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est super intéressant parce que cet élément humain, en fait, est déterminant dans la motivation. Ouais, bien sûr, ouais. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'autodétermination, où c'est 3 facteurs qui font qu'on va continuer, on va rester motivé. Le premier, c'est le besoin d'autonomie. Ouais. Le deuxième, c'est le besoin de faire partie de quelque chose, d'appartenance. Ça fait énormément. Ouais. Et le troisième, c'est se sentir compétent. Et ce besoin d'appartenance, c'est ça que tu es en train de décrire, en fait. Ouais. C'est, mais en fait, cette personne m'a remarqué, a envie que je vienne, a envie que je fasse partie de la famille Gyms. Oui, la communauté. Exactement, voilà. La communauté, c'est important de faire régner une communauté aussi au sein de Gyms, j'imagine, pour que les gens ils y aillent et qu'ils se disent je fais partie de cette communauté. Oui, tout à fait. C'est clairement ça notre force, je pense, c'est qu'on arrive vraiment à inclure les membres dans cette communauté en leur donnant plein d'outils, en les faisant entrer dans un groupe en fait. Et ça, c'est un élément de motivation qui est immense. Ouais.
Et Joy, est-ce que le secret, ce serait de faire quelque chose qu'on aime? Parce que toi qui as aussi coaché, qui a été dans une équipe de hockey, qui coach une équipe de hockey, est-ce qu'au final, si on fait un sport qu'on aime, c'est ça la clé de la réussite pour être motivé? Évidemment, c'est plus facile quand on fait ce qu'on aime, quand on est passionné. Et là, on parle de motivation intrinsèque. Et la motivation intrinsèque, c'est la petite flamme qui brûle au fond de nous, qui nous motive à faire des choses qui nous passionnent. Cette motivation intrinsèque, c'est celle qui va vraiment nous pousser à faire des choses, peu importe ce qui se passe autour, on va continuer à les faire, même si c'est difficile, même s'il fait froideur, même s'il il fait noir, etc. On va continuer à y aller. Et cette motivation intrinsèque, c'est celle-là qu'on doit rechercher par rapport à la motivation extrinsèque, qui sont les choses extérieures qui pourraient nous amener à faire quelque chose et qui sont des choses qu'on ne contrôle pas. Donc c'est vraiment essayer de se consacrer à ce qu'on peut contrôler et à ce qu'on aime, évidemment. Mais donc Joy, comment ça fonctionne au niveau de notre cerveau, la motivation? Est-ce que qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'enfiler ses baskets et de faire du sport? Est-ce qu'il y a une réaction chimique? Est-ce que Alors, faire du sport, oui, c'est bon pour nous. Ça crée des endorphines. Ouais. Les endorphines se libèrent après avoir fait du sport. C'est pour ça qu'on se sent bien quand on va faire un petit jogging, etc., ou qu'on fait une séance de fitness. On se sent bien. C'est les endorphines qui sont libérées. Le principal neurotransmetteur dans la motivation, c'est la dopamine. Ah oui. La dopamine, elle est libérée et c'est un processus essentiel de ce qu'on appelle le système de récompense. Donc, le système de récompense, c'est un système qui est présent dans notre cerveau et qui est essentiel parce qu'il va nous inciter à faire des choses qui sont bénéfiques pour nous. Alors, ça peut être de bien manger, ça peut être de dormir, ça peut être de se bouger, ça peut être de socialiser, toutes ces choses qui nous font humains, en fait. Eh bien, la dopamine, elle va être libérée dès qu'on fait ces choses-là. Et cette dopamine va nous faire nous sentir bien. Et donc, notre machine, elle est assez bien faite, en fait. Oui, ça, c'est super. Mais donc, comment ça se fait que certains peuvent perdre la motivation? Disons, on rate une séance, on a moins de dopamine, donc on a moins envie d'y retourner. Quel est le processus de démotivation, alors? Donc, il y a ou l'apathie, ou la procrastination, ou ce genre de choses qui va nous empêcher de se mettre en marche. Ça. Parfois, souvent, il y en a qui ratent une séance ou qui partent en vacances une semaine et puis ils disent « Oh, au final, je reviens pas. » Moi, j'ai eu l'exemple de mes clients en coaching. Par exemple, je sais que quand ils partent en vacances, il y en a un, je sais qu'il va revenir super motivé et l'autre, je sais que je le reverrai plus. Parce qu'en fait, il est parti et donc il y aura sa routine. Voilà, il est plus dans sa routine et qu'il reviendra plus. Donc, il y a vraiment des profils différents où on sait ceux qui vont revenir encore plus motivés ou ceux qui, en fait, une semaine de vacances, on va la prolonger. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle différence, en fait, entre les personnes? On a parlé des différents profils de personnalité par rapport à la discipline. C'est la même chose. Ça revient un peu à ça aussi. C'est pas que ça, mais il y a ça. Priska, tu parlais aussi du fait de gens qui venaient et qui venaient moins. Ouais. Et on constate aussi, en fait, la motivation, parfois ça peut être trop au début. Donc nous, on essaie aussi en tant que coach de canaliser les gens qui veulent trop en faire. Dès qu'ils ont pris la décision de se reprendre en main, on les voit faire des séances de 3-4 heures. 6 fois par semaine. Voilà, par exemple. Et là, c'est aussi notre rôle de leur dire... Écoute, là, tu vas peut-être un petit peu trop vite, un petit peu trop loin. Essaye un petit peu de gérer mieux ton temps, de te créer une routine qui est, plus facilement, viable sur le long terme. Est-ce que tu te vois faire ça pendant des mois? Est-ce que tu penses que cette cadence-là, avec la vie de tous les jours, tu vas savoir la tenir sur du long terme? Et donc, vous, quand un nouveau membre arrive, vous leur expliquez tout ça. Vous dites, OK, ça sert à rien de venir pendant 2 heures. On va vous faire un programme adapté de 3 fois par semaine. C'est le long terme qui compte. Voilà, on leur conseille vraiment de respecter le programme qu'on leur donne parce que ça s'est mis en place chez Gyms. Donc, je pense que ça aide déjà énormément dans la motivation. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on les laisse livrer à eux-mêmes. Donc, voilà, on leur conseille en tout cas d'essayer de respecter leur plan d'entraînement, de pas vouloir trop en faire, parce que parfois on peut avoir une surmotivation au départ, mais voilà, il s'agit de la tenir. Et est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une raison principale de pourquoi les gens sont moins motivés, pourquoi les gens se désabonnent, ou alors chacun a sa raison différente? Souvent, je pense que les gens perdent un petit peu leur motivation parce que selon eux, les résultats physiques n'arrivent pas assez rapidement. Bon, voilà, s'ils ciblent uniquement des résultats sur leur physique, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. On le sait, le sommeil, l'alimentation, l'hygiène de vie de manière générale. Donc voilà, s'ils viennent à la salle de sport mais qu'ils voient pas les effets positifs sur leur corps, sur leur silhouette directement, parfois ça peut leur démotiver. C'est notre rôle aussi de leur expliquer que l'hygiène de vie est super importante dans cette transformation physique.
et qu'il faut aussi tenir compte des autres bienfaits qui vont apparaître avant la perte de masse graisseuse, par exemple. Oui, c'est vrai que les gens qui viennent souvent, c'est pour un objectif, je veux perdre X kilos en X mois. Oui, et donc, s'ils voient pas les résultats après 1 ou 2 semaines, ils se démotivent et ils viennent plus. C'est vrai que ça me parle assez fort parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui perdent pas directement de poids et en fait, ils voient peut-être pas l'effet sur la santé, sur le long terme. Mais donc, merci pour ton intervention. Et toi, en tant qu'athlète de haut niveau, est-ce que durant ta carrière, tu as déjà ressenti comme ça une perte de motivation ? Oui, ça peut arriver. Moi, personnellement, j'ai eu un burn-out sportif, donc je voyais plus la raison pour laquelle je m'investissais tellement dans mon sport. Et quand j'ai perdu ce pourquoi, j'ai perdu l'énergie, j'ai perdu la motivation nécessaire pour atteindre mon objectif. Et ça, c'était une phase et une période de ma vie qui, maintenant, rétrospectivement, qui m'a amené énormément parce que j'ai appris beaucoup sur moi, sur la nécessité pour moi d'avoir un pourquoi clair, d'avoir un objectif clair. Donc ça, c'est vraiment important. Et aussi dans la façon de gérer mon énergie, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me prend de l'énergie. Et c'est quelque chose, maintenant je le vois dans mon travail aujourd'hui, que les gens souvent ne sont pas capables de désigner, de définir, alors que c'est essentiel parce que l'énergie, au final, c'est l'essence qu'on met dans la voiture. Donc si on n'a plus, la voiture, elle avance plus. Super intéressant parce qu'on entend beaucoup, le burn-out au niveau du boulot, mais alors le burn-out sportif, je trouve que on n'en parle pas assez. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir donné ton avis là-dessus. Et ça pourrait aider, à mon avis, beaucoup de sportifs et d'athlètes de se dire qu'ils sont pas seuls et que ça arrive à tout le monde d'avoir un burn-out, même au plus haut niveau, parce qu'on se dit le plus haut niveau, c'est super chouette, on est mis en avant, on s'entraîne, mais au final, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde et c'est vrai que le sport de haut niveau et le sport en général, les moments de compétition et les moments de célébration, c'est le haut de l'iceberg, c'est ce qui dépasse de la mer. Et la particularité d'un iceberg, c'est qu'il est beaucoup plus grand sous la mer. Et ce qu'il y a sous la mer, c'est les entraînements, c'est la discipline, c'est l'hygiène de vie, c'est toutes les choses difficiles et contraignantes qu'on doit traverser pour arriver à nos objectifs. Donc c'est très important et je trouve très important de mettre des mots là-dessus pour que ça devienne normal d'en parler. Et ce qu'on fait Simone Biles ou Osaka en parlant, ça normalise, ça contribue à normaliser le fait de dire non, là j'en peux plus, je m'arrête, j'ai besoin pour ma santé mentale de me protéger. Merci beaucoup pour ton expérience, très intéressant. C'est vrai que vous ici chez Gyms, vous avez beaucoup de coachs, donc peut-être à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez un petit coup de mou, un petit coup de démotivation, allez chez votre coach, demandez-leur un programme, demandez-leur de l'aide, ils sont là pour vous aider à rester motivés en tout cas. D'ailleurs, Joy, on parlait de motivation. Prisca m'a expliqué ce matin, qu'ils ont tout un système mis en place pour garder leurs membres motivés. Ils peuvent récolter des Gymmies. Donc ce matin, j'ai été dans le club et j'ai essayé de remporter des Gymmies et j'en ai remporté quelques-uns. Je vous laisse écouter et regarder ça. Je suis au club Gyms de Other Game. Je vais tenter de gagner des Gymmies. Venez voir avec moi comment ça se passe. Hey, salut Elena, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, je suis super contente de t'accueillir ici chez Gyms. Merci. Écoute, je vais essayer de gagner des Gymmies. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer déjà comment ça se passe? Le premier que je vais t'offrir, c'est le welcome. Parce que tu as franchi la porte, donc il n'en faut pas plus. Et le but, ça va être vraiment de collectionner un maximum de Gymmies. Ok, donc ce sont des petits badges physiques qui te récompensent pour tes efforts quotidiens. Quelle épreuve, quel petit défi je peux faire pour en gagner un? Alors, celui-là, justement, c'est le Sweat Baby Sweat. Ah ouais, top. Alors, je te le donne pas tout de suite, il faut le mériter, celui-là. Il faut que je transpire, il faut que tu transpires. Ok. Alors, je te propose de faire un petit peu de tapis. Ok. Et si j'estime que tu as assez transpiré, alors je te le donnerai. Bon, allez, viens, on y va. Allez, c'est parti. Allez, c'est bien. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Tu l'as bien mérité, celui-là. Allez, je te le donne. Bravo. Je l'ai. Et pour celui-là, tu sais quoi, c'est le plus simple et c'est aussi le plus drôle. Je vais te dire comment faire. Tu me fais ta meilleure flexion devant le miroir et je te le donne. Comme ça? Comme ça, c'est top. Donc on le donne à chaque personne qu'on surprend en train de flex devant le miroir. Yeah. Merci beaucoup pour l'entraînement. Et avec vous avez plaisir. vu, j'ai récolté mes Gymmies et donc on se voit très vite. Yes, à bientôt Elena. Et d'ailleurs, si tu veux le Gymmies Second Home, je t'invite à venir plus souvent. Et si je te vois plus, je te le donne. Parfait, un beau défi, je reviens très vite. Merci. À bientôt. Donc maintenant qu'on a parlé de la motivation, donc on sait que c'est important d'avoir de la motivation intrinsèque, mais est-ce que c'est important aussi, par exemple, de s'acheter un abonnement à la salle, de s'acheter un vélo elliptique, d'en faire tous les jours? Est-ce que de faire un investissement peut aider à garder cette motivation?
Donc la motivation extrinsèque, elle fonctionne, donc c'est très bien d'avoir un abonnement à la gym, d'avoir un beau vélo, etc. Mais sur le temps, on va voir que la motivation intrinsèque fonctionne mieux et elle est beaucoup plus forte. Donc il faut pas négliger l'extrinsèque, mais il faut vraiment se focaliser sur l'intrinsèque. Et peut-être que j'anticipe ta question, qu'est-ce que c'est l'intrinsèque? Voilà, eh ben exactement, je te laisse directement nous dire ce que c'est la motivation intrinsèque. Alors, donc. La motivation intrinsèque, c'est ce qui nous définit. C'est une motivation qui est en accord avec ce qu'on est, avec les valeurs qui sont importantes pour nous. Donc, c'est vraiment cette petite flamme interne qui va faire qu'on va être, on aura envie de faire quelque chose. Et donc, pour ça, on revient à l'idée de bien se connaître, apprendre à se connaître, à être, à connaître ses tenants et aboutissants pour vraiment fonctionner comme ça nous convient à nous. Il n'y a pas de formule magique. Ça, oui, c'est sûr. Ouais. Mais par exemple, chez Gyms, j'imagine que les gens viennent avec leur motivation intrinsèque. Mais donc, qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'ils aient cette petite motivation extrinsèque? On voit la salle, elle est magnifique. Donc, des beaux appareils, des cours collectifs attrayants. Je sais pas, vous mettez des choses en place pour que les gens aient cette motivation de se dire, allez, je vais y aller parce que j'ai ça en plus. Oui. Mais déjà, en fait, pour revenir vraiment au départ, quand ils viennent nous voir à la salle, nous, on cherche à savoir aussi quelle est... Alors, nous, on appelle ça une raison émotionnelle. Oui, super. Donc, on essaye de savoir vraiment quelle est la vraie raison. Pourquoi ils sont vraiment là. Donc, en général, on leur dit, OK, bienvenue, c'est quoi ton objectif? Et ils nous répondent quelque chose de très... basique. OK, moi, je voudrais perdre du poids. OK, mais pourquoi tu voudrais perdre du poids? Est-ce que tu as été dans le passé avec en moins de surcharge pondérale? Est-ce que tu étais mieux dans ta peau à ce moment-là? Comment tu te sentais à ce moment-là? Et comment aujourd'hui tu te sentirais si tu récupérais ce poids-là? Et ça, c'est important aussi de savoir le vrai pourquoi, en fait. Et le fait de poser ces questions-là, on voit qu'il se passe quelque chose aussi chez les gens et qui eux-mêmes s'étaient peut-être pas posé la question, en fait. Et déjà là, c'est le premier pas vers la motivation. Après, évidemment, nous, on est là pour les motiver sur le long terme avec les cours collectifs, effectivement, avec la musique, les jeux de lumière dans le studio de cours collectifs. On en a parlé tout à l'heure aussi avec la communauté, qui est super importante chez nous aussi. Des beaux équipements, une équipe de coachs toujours présente. Ça fait énormément aussi sur le long terme. Mais avant tout, et je rejoins complètement Joy là-dessus, c'est le plus important de savoir pourquoi ils sont là et pourquoi c'est important pour eux de changer. Ça peut être physique, mais pas seulement d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc au final, vous n'allez pas toujours chercher la motivation extrinsèque avec une belle salle, des chouettes cours. Vous allez quand même à la base poser des questions pour que eux-mêmes se regardent un petit peu et se disent, OK, je suis ici pour cette raison-là et rester motivés. Super intéressant. Oui, tout à fait. Et vous avez d'autres stratégies en tête, d'autres connaissances qui pourraient faire que la motivation reste sur le long terme? Alors, il y a une technique qui est connue des athlètes de haut niveau, mais qu'on pourrait répandre plus largement, c'est la visualisation. Donc, c'est être capable de se visualiser en train de réussir des choses dans des situations positives. Donc, je m'engage dans quelque chose. Par exemple, je prends un exemple très concret. En salle, je dois faire 3 fois 10 reps sur une machine. S'imaginer en train d'être capable de le faire avec un poids qu'on a désigné, etc. Donc, s'imaginer pouvoir se visualiser dans des situations positives. Ça, c'est un outil très puissant. Ça, il y a beaucoup en gymnastique. Je sais, quand j'étais petite, je faisais la gymnastique et mon prof me disait, tu répètes ta chorégraphie en la réussissant, que tout est parfait, nickel. Et au final, les neurones moteurs, les neurones miroirs et moteurs travaillent, et moteurs travaillent. Et au final, on arrive à faire cette belle chorégraphie. Donc, c'est aussi pour les personnes qui vont à la salle de sport, réussir la tâche avant de la faire pour être sûr que... Exactement, c'est exactement ça. Merci pour cet exemple de la gym. Et vous pouvez aussi l'employer, par exemple, quand vous devez faire une présentation au bureau et que vous êtes stressé, vous imaginez en train de donner cette présentation et de la donner super bien et que tout le monde vous acclame à la fin de la présentation. Ça marche aussi parce qu'on s'habitue à réussir, on visualise la situation et on se voit réussir dans cette situation. Donc ça, c'est un outil très puissant. Oui, aussi, j'imagine la routine d'entraînement. Les personnes qui viennent, qui ont le plan d'entraînement, qui suivent, qui viennent tous les jours à 11h, ça les aide à venir. Je sais pas si... Toi, tu remarques, Prisca, les gens, ils ont leurs petits horaires, leurs petites routines, ils posent leur essuie comme ça, ils vont ranger toujours dans le même casier. Peut-être que ça aussi, ça facilite la motivation d'avoir cette même routine qui nous conforte au final. Oui, c'est ça, c'est rassurant, je pense, pour tout le monde d'avoir les mêmes habitudes, les mêmes jours, les mêmes horaires et aussi de croiser les mêmes personnes, en fait, finalement.
C'est intéressant et si je peux me permettre, moi je distinguerais deux choses. Par exemple, en tant qu'athlète, et si vous avez écouté les interviews de Léon Marchal, le nageur pendant les Jeux Olympiques, lui il dit il déteste la routine, il déteste ça. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de créativité, de flexibilité, chaque jour doit être différent, etc. Donc, et il expliquait très bien aussi, si j'avais eu un entraînement classique, je me serais ennuyée et j'aurais pas réussi à m'entraîner comme ça. Donc encore apprendre à se connaître pour savoir ce qu'on a besoin. On est tous différents, on a tous des besoins différents. Par contre, dans des situations de stress potentiel, donc avant une compétition, avant quelque chose qui va créer du stress, vous le savez, eh bien, l'utilité des routines a été prouvée aussi dans le sens où quand on répète quelque chose sans devoir mettre de l'énergie mentale à réfléchir, est-ce que je dois faire mon lacet comme ça, est-ce que j'ai pas oublié mon t-shirt, est-ce que on économise de l'énergie mentale qu'on va pouvoir investir dans les choses importantes après. Donc les routines, oui. Dans certaines situations d'office, parce que ça vous économise de l'énergie mentale, mais dans un autre sens, ça dépend. Oui, je pense qu'il y a un joueur de tennis qui disait je lasse mes chaussures comme ça, je fais rebondir la balle 3 fois avant le service, etc. Donc au final, ils se mettent dans cette zone de confort qu'ils connaissent pour pas aller chercher de l'énergie autrement. Moi, ce qui est très bizarre, c'est que je faisais souvent des rêves où j'oublie mes chaussures de course avant ma course et que je les cherche partout et je sais pas où elles sont. Et donc maintenant, je me suis dit OK, pour plus faire ces rêves avant, en fait, je mets mes chaussures devant ma porte d'entrée. Je ne peux pas les rater. Et donc ce qui est fou, c'est que parfois même l'inconscient a peur de certaines choses et que si on met des routines en place, moi mes chaussures sont devant ma porte d'entrée, je vais pas les oublier. Mais au moins ça me rassure et je fais plus ce cauchemar. Exactement, bonne stratégie. Moi, j'imagine que y a beaucoup de membres qui partent en vacances à la Toussaint, à Pâques, pendant les grandes vacances. Est-ce que ça arrive que certains membres partent 2 semaines en vacances et vous ne les revoyez plus? Ou alors, au contraire, ils reviennent encore plus motivés? Alors ça dépend d'une personne à l'autre. Les 2 cas sont possibles. Il y a ceux qui veulent absolument pas arrêter de faire du sport pendant leurs vacances même, et donc ils nous demandent un programme d'entraînement avec des élastiques, des bandes de résistance, ou ils vont courir le long de la plage. Donc ça c'est très bien. Et évidemment le jour même ou le lendemain de leur retour, ils sont déjà à la salle. Et il y en a d'autres effectivement où ça prend un petit peu plus de temps, pour des raisons d'organisation, ou aussi ça peut être lié aussi à la motivation, mais il y a vraiment les deux situations qui peuvent revenir. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'en septembre, on voit tout le monde qui est perdu. Il faut d'abord réorganiser tout le planning, les enfants, l'école et tout ça, avant de se dire, OK, maintenant, je peux recommencer le sport. Une fois que ma petite vie est organisée, je peux mettre de la place pour ça. Mais donc, comment faire pour, si quelqu'un, disons, n'est pas motivé parce qu'il rentre d'une journée de boulot, il est fatigué, il a le choix entre être dans son canapé ou d'aller faire du sport. Au final, qu'est-ce que vous voudriez dire à cette personne pour le motiver? Moi, il y a une métaphore qui me parle assez bien. Si vous prenez l'avion et que vous avez le petit carton devant vous qui vous explique s'il y a un accident, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Oui. Souvent, il y a un petit dessin. Si vous avez un enfant, vous voyagez avec un enfant, ou si y a un enfant à côté de vous, vous devez d'abord mettre le masque à oxygène sur vous et puis sur l'enfant. Et pour pouvoir sauver l'enfant, en fait, vous devez être en vie. Oui, exactement. Et je pense que cette métaphore, elle est parlante parce que souvent, on veut mettre le masque d'abord sur l'enfant et sur les choses qui sont super importantes pour nous et on oublie de le mettre sur nous. Et donc, au final, on n'est plus à 100% de ce qu'on pourrait faire parce que nous-mêmes, on n'a plus assez d'oxygène. Et donc, il faut apprendre aux gens à prendre soin de soi et ne pas voir le fait de prendre soin de soi comme quelque chose d'égoïste. Souvent, dans nos sociétés, c'est assez associé. Mais tu prends soin de toi, tu penses à toi d'abord. Égoïste, oui, exactement. C'est directement le mot qui sort, c'est elle a le temps d'aller faire du sport avant d'aller chercher ses enfants à la garderie. Mais en fait, si on est en forme, si on est en bonne santé, on va pouvoir mieux s'occuper des autres. Exactement. Et on va être de meilleure son enfant aussi, d'être de meilleure humeur, etc. Mais c'est vrai qu'en septembre, on voit vraiment d'abord je réorganise ma famille et puis moi peut-être que je vais prendre le temps de faire du sport. Mais au final, il faudrait peut-être faire l'inverse. D'abord aller faire du sport, se sentir mieux dans sa peau, dans sa tête, et puis après mettre son planning en fonction de ça. Et donc, sur le plan technologique, est-ce que vous avez des applications qui sont mises en place où les personnes peuvent valider leur séance de sport afin de rester motivées? Parce que c'est toujours chouette quand on valide sa séance et qu'ils mettent score 9 sur 10, vous avez tout exécuté. Je sais pas si vous avez ça en place chez Gyms. Oui, on a l'application Gyms et c'est vrai que c'est motivant. Hein. C'est sûr que c'est un élément supplémentaire de voir, tiens, combien j'ai fait de séances sur cette semaine, j'en ai fait plus ou moins que la semaine passée, combien de rendez-vous j'ai déjà programmé pour le reste de la semaine. Et le fait aussi de réserver ces séances à l'avance, il y a une certaine forme d'engagement aussi qu'on prend parce qu'on a booké sa séance et donc
on est plus motivé à y aller réellement, en fait. Hein. En fait, quoi, ils doivent réserver leur séance quand ils viennent en cours collectif ou en small group? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Donc, pour garantir qu'il y ait de la place pour tout le monde, ils doivent réserver leur séance via l'application Gyms, où tout est centralisé. En fait, ils retrouvent aussi leur programme d'entraînement, leur fréquentation, enfin, voilà, leur gestion d'abonnement. Je pense que c'est vraiment un plus, hein, parce que quand on s'inscrit, ne pas y aller, c'est qu'il y a vraiment un problème. Déjà, le fait de s'inscrire, de valider l'inscription, ça pousse les gens à être beaucoup plus réguliers à s'inscrire. Peut-être aussi l'effet de groupe. Je sais pas si les gens sont beaucoup plus motivés de se dire, allez, je vais intégrer un small group, je vais intégrer, un cours collectif. Je sais pas quelle est ton expérience. Les gens qui s'entraînent seuls, j'imagine, ou l'effet de groupe est quand même présent? Alors, l'effet de groupe fait énormément sur la motivation. On peut rencontrer des gens qui ont effectivement les mêmes objectifs que soi-même, ou même des objectifs différents, mais avec qui on peut créer de l'affinité. Le fait d'être entraidé aussi, il y a un esprit vraiment de se pousser vers le haut en cours collectif ou en small group training. Donc c'est vraiment c'est challengeant aussi. Parfois on fait on fait des petites mini-compétitions comme ça en cross-training, par exemple. On fait 2 équipes, qui va gagner. Ça, c'est super motivant, ça. Hein. C'est super, super chouette. Et vraiment, nos membres sont en général très, très, très réceptifs à ça. Oui, et j'imagine que, par exemple, dans les cours que vous donnez Body Pump, vous mettez une musique aussi pour entraîner, pour mettre de l'ambiance. La musique, le jeu de lumière, le fait que l'instructeur ait son micro, enfin, c'est un ensemble qui est la scène. C'est une expérience. Super, voilà. C'est super motivant. Alors, pas pour tout le monde. Il y a des membres qui ne sont pas friands des cours collectifs, qui vont plutôt se tourner vers un small group training. C'est très différent comme expérience parce qu'on n'a justement pas ce facteur animation, je vais dire. On va être beaucoup plus sur de la technique, de la correction posturale. Voilà. Donc, moins sur le facteur ambiance. Mais par contre... certaines personnes vont préférer justement ça. Certaines personnes sont beaucoup plus cartésiens, ont besoin vraiment qu'on leur explique ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ça va parler plus à d'autres types de personnalités. En tout cas, moi, cours collectif, je vais venir m'inscrire à ton cours, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait une bonne musique, que t'es hyper motivée. Donc, franchement, ça fait plaisir à voir et ça motive surtout à le faire. Joy, tu viens avec nous? Évidemment. Évidemment. En tout cas, super chouette que Gyms mette en place cette application. Moi, c'est vrai que je suis une fan de Strava. Hein. Dès que je cours, je mets ça sur Strava. J'ai mes petits kudos, ça me motive. Et aussi, ça permet aux gens de s'inspirer, de regarder la séance que je fais. Toi, Joy, quel est ton avis là-dessus, sur ces applications? J'imagine que ça peut motiver des gens, mais on peut aussi vite se comparer. Je sais pas si tu as quelque chose. Voilà, exactement. Le risque, c'est la comparaison. C'est la comparaison négative, qu'on ne soit pas inspiré, mais plutôt se sentir réduit par rapport à la comparaison. Donc ça, c'est un peu le danger. Mais par contre, si on l'emploie bien, si cette application est bien faite, ça peut booster le sentiment de compétence. De dire, regarde le progrès que j'ai déjà fait, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai persévéré, j'en suis là, j'ai perdu X calories, j'ai fait X courses. Ça peut aussi être enthousiasmant et motivant de voir les progrès qu'on a déjà faits. Oui, parfois on se met une petite pression aussi. Par exemple, quand je cours un peu moins vite parce que je suis fatiguée, je me dis ce sera sur Strava, pas envie quoi. J'ai pas envie qu'on voit ma contre-performance. Après c'est le jeu de se montrer authentique, mais c'est vrai que ça peut être autant positif que négatif. C'est ça, et ça nous amène un peu à la différence entre les objectifs de résultat et les objectifs de processus. Les objectifs de résultat, c'est dire, pour ma course de Valence, j'ai envie de faire ce temps-là. Entre-temps, je vais avoir des milestones, je vais avoir des étapes, et je dois arriver à un processus qui est positif. Donc, accepter que ça parfois sera moins bien, parfois ça sera mieux, etc. Mais ne pas confondre processus et résultat. Oui, bien sûr. Et normalement, quand on se concentre sur le processus, le résultat, ça devient la conséquence logique. C'est ça, mais donc pour ou contre toutes ces applications? Ça dépend de chacun, j'imagine. Ça dépend de chacun, ça dépend de l'emploi qu'on en fait. Si ça devient obsédant et compulsif, évidemment, là c'est le revers de la médaille, mais ça peut aussi être un boostant si c'est une bonne appli et si on l'emploie avec modération. Ce matin, j'ai été à la rencontre des Gymsers. Je leur ai posé des questions sur la motivation. Écoutez leurs réponses. Est-ce que vous avez une petite technique que vous mettez en place tous les jours pour venir vous motiver à faire du sport? Pour moi, c'est vraiment juste la discipline le plus important, parce que la motivation, elle vient, elle part. C'est dans la tête pour moi, c'est la discipline. Donc, je sais que ça me fait un bien-être mental. Du coup, je suis obligée de venir. C'est devenu une addiction et juste être en bonne santé
et préserver mon corps en fait. Et je me pousse à venir. Je me motive, je dis je dois y aller, il faut faire un peu de sport, voilà. Il y a des jours où c'est compliqué, mais on se dit qu'une fois qu'on y est, ça fait du bien et qu'on est sorti, qu'on a fait notre séance, on voit l'effet positif que ça a sur nous et c'est ça qui compte. Se dire que de toute façon après on aura des super bonnes sensations, quoi qu'on fasse. Au final c'est que du positif, c'est ça. Est-ce que tu préfères avoir un compliment sur ton physique ou sur tes performances ? Performance. Sur une de mes performances. Un compliment c'est compliqué à dire parce qu'on n'est jamais satisfait. Plus sur le physique quand même. Ah oui, les performances plutôt que le physique, oui. De base, je fais surtout ça pour me sentir mieux en général. Et après, forcément, si on le voit de l'extérieur, ça fait plaisir aussi. Je vais dire sur ma performance, oui. Ça fait toujours du bien de voir que l'effort qu'on fait est entre guillemets récompensé par ça, oui. Est-ce que tu vas t'entraîner beaucoup plus si tu sais qu'après tu vas avoir un restaurant, manger une pizza, aller chez des amis ou pas du tout ? Pas forcément, juste je vais privilégier les séances jambes par exemple. Ah non, pas du tout, il faut se faire plaisir aussi, donc pour ça je fais pas trop attention. Il ne faut pas se priver non plus de vivre et de passer des bons moments avec ses amis. Oui, parce que j'ai eu des petits soucis d'ordre nutritionnel en étant adolescente, donc j'ai un peu du mal avec ça. Non, j'assume. Et il faut pouvoir se faire plaisir aussi de temps en temps, ça fait du bien. Vous deviez choisir la meilleure récompense après une séance de sport, ce serait quoi pour vous ? Franchement, bon plat. Généralement un bowl cake. Je pense sauna. Et premièrement c'est la douche et après un bon repas et puis repos. Un bon repas, oui. J'essaye de préparer à l'avance, pas me jeter sur la nourriture. En ce qui concerne la salle de fitness spécifiquement, il y a plusieurs choses qui peuvent freiner aussi la motivation. Ce sont les gens qui sont timides d'aller à la salle, qui sont très introvertis, anxieux. Est-ce que tu as déjà vu ce phénomène, des personnes qui se sentent vraiment mal à l'aise comme ça en communauté dans la salle de gym ? Oui, bien sûr, ça arrive. Il y a des adhérents dès le départ. On peut ressentir une certaine réticence à s'aventurer sur la plateforme musculation, par exemple, parce que c'est un espace qui est quand même occupé par des personnes qui ont l'habitude de s'entraîner, donc ça peut être parfois un petit peu intimidant, c'est vrai. Et c'est quoi ? C'est surtout le fait de se comparer aux autres, d'être nouveau, de pas savoir quoi faire, le regard des autres. Qu'est-ce que tu crois qui fait qu'il y a comme ça un écart entre les gens qui sont hyper à l'aise et d'autres qui sont effrayés d'aller à la salle de sport? Je pense que c'est avant tout une question de personnalité aussi, une question de confiance aussi, mais principalement, ça arrive aux personnes qui sont vraiment débutants pour moi. Donc ça vient surtout d'un manque de confiance en leur compétences entre guillemets en fitness. Donc évidemment, ils ont un petit peu peur de paraître ridicule sur un mouvement, sur un appareil, ce qui est tout à fait dommage parce qu'on est vraiment là en tant que coach pour leur aider à bien faire les mouvements. Et surtout, la salle de fitness est quand même fréquentée en général par des personnes qui aiment le sport et les sportifs en général sont beaucoup plus sur l'entraide que sur la critique et voilà. Sûr. Et donc, tu trouves que ça touche plus les hommes, les femmes, ou il n'y a pas vraiment de différence ? Non, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence. C'est pas plutôt un problème qui s'adresse aux femmes ou aux hommes. C'est plus principalement aux débutants et aux personnes peut-être un petit peu moins confiants aussi. Oui, donc j'imagine que tout ça n'est pas que dans la salle de sport. Je sais pas si toi, Joy, tu as déjà expérimenté ça aussi dans un club, dans une équipe, vraiment des personnes qui sont en retrait, qui sont timides, qui n'osent pas peut-être prendre leur place dans une équipe ? Oui, mais tu l'as très bien expliqué. C'est lié à la confiance en soi, au sentiment qu'on a par rapport à nos compétences. Donc, c'est aussi pouvoir être capable de dire où je me trouve par rapport à ça, connaître son pourquoi, connaître le comment aussi, quel programme on est en train de suivre, et être entouré de personnes bienveillantes qui sont là pour guider. Je pense que l'environnement fait beaucoup aussi. Je pense que c'est beaucoup la nouveauté qui fait peur aussi. Oui. Moi, j'étais dans les salles de fitness pratiquement toute ma vie. Si je dois faire un match de hockey ou tu serais aussi timide. Je serais bien moins confiante, je pense. Et voilà, c'est normal aussi, c'est nouveau, donc ça prend du temps aussi.
Et Jim se met en place des choses. Est-ce qu'ils vous disent, OK, quand tu vois un nouveau membre, qu'il est mal à l'aise, faut directement aller chez lui expliquer, peut-être aller en haut, parce que j'ai vu que la salle en haut, ici à Outdoor Game, elle est beaucoup plus spacieuse, un peu plus calme. Je sais pas ce que vous mettez en place. Oui, ça peut être une option de l'inviter dans un espace un petit peu plus, un petit peu moins fréquenté. Je pense que ce qui est super important, c'est évidemment de ne pas aller vers la personne devant d'autres personnes, parce qu'en général, quand une personne est timide, si on met le doigt dessus, c'est encore pire. Mais c'est vraiment être bienveillant avant tout et le diriger vers le programme qui sera adapté en fonction de son niveau. Donc, ce qui est vraiment pas mal chez nous, c'est qu'on propose des small group training qui sont adaptés au niveau des personnes. Donc, c'est super pour les débutants, mais ça peut être aussi très bien pour les intermédiaires ou pour les personnes qui ont plus d'expérience et qui veulent en apprendre encore plus. Oui, c'est ça. Mais voilà, dans un small group training pour débutants, ils vont se retrouver qu'avec des personnes qui découvrent aussi le fitness. Ça, c'est chouette. Ça va les réconforter et c'est important de les rassurer par rapport à ça. Vous n'allez pas être les seuls à découvrir le fitness aujourd'hui. Super. Et donc, en termes d'objectifs, comment se fixer des objectifs? Parce que là, tu disais, si maintenant un nouveau membre va dans un small group training avec des personnes trop avancées, il risque d'être dégoûté. Mais donc, comment se fixer des bons objectifs qui sont à la fois réalisables, motivants pour un sportif amateur, évidemment? Alors, il y a différentes méthodes pour fixer des objectifs. Je vais en citer 3 parce que c'est les plus communes. Il y a évidemment le fait d'avoir des objectifs à court terme, moyen et long terme, et ces objectifs doivent être alignés. Ça, c'est une première manière de faire. Des objectifs SMART, donc qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et mis dans le temps. Et chaque fois, pour l'évolution des objectifs, avoir des milestones, donc avoir des étapes qui font qu'on se dit est-ce qu'on est bien occupé, est-ce que c'est la bonne route, est-ce que je dois me réorienter. Et donc pour ça aussi avoir quelqu'un qui peut du peer coaching qui peut vous donner du feedback sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, puis avoir des échéances où on se dit ok, cette échéance est validée, exactement. On est sur le bon chemin, on continue. Exactement. Et la troisième méthode, c'est de se focaliser sur les objectifs de processus pour arriver à un résultat. Souvent, quand on se focalise uniquement sur les résultats, c'est là qu'on peut trébucher, c'est là qu'on peut s'arrêter parce qu'on voit que j'ai pas perdu 10 kilos en 2 semaines, effectivement, c'est pas possible et donc je m'arrête ou je suis démotivée. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ok, je veux perdre 10 kilos, combien de temps ça va me prendre? Ça va me prendre X mois. Pendant ces X mois, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir arriver à ça? Et se focaliser sur le processus et non pas sur les résultats parce que le résultat viendra naturellement. Trust the process. C'est pas comme ça qu'on dit. Exactement. J'ai vu ça il y a pas longtemps. 90% du chemin va être acquis. Puis après, l'objectif, c'est est-ce que c'est un bon jour pour un sportif, par exemple, qui a une compétition. Au final, 90% du chemin va servir à l'objectif et puis après l'objectif c'est un peu une question parfois de chance, est-ce que c'est un bon jour, un moins bon jour, les conditions météo, etc. J'imagine que l'objectif, comme tu l'as dit, il doit être atteignable, donc il faut pas se mettre un objectif beaucoup trop dur ou beaucoup trop facile. Comment est-ce qu'on peut vraiment savoir si on est dans le bon? Par exemple, 10 kilos en 2 semaines, c'est pas possible, mais se dire je vais perdre 10 kilos en 3 ans, c'est peut-être un objectif un peu trop facile à atteindre, on risque de se démotiver. Donc comment avoir le curseur qui est juste au bon endroit? Je pense que le plus simple, c'est de s'entourer de quelqu'un qui a une expertise dans le domaine où vous voulez atteindre votre objectif, parce que cette personne va vous tendre un miroir, en fait. C'est ça le coaching, c'est de poser des questions, entendre les réponses et pouvoir guider la personne et tendre un miroir, en fait. Et donc là, je pense que cette personne qui sera experte dans le domaine pourra vous guider de la meilleure manière possible pour atteindre votre objectif. C'est ça, toujours se faire entourer, ça c'est le plus important parce que c'est vrai que parfois on se dit oui je suis capable de faire ça et puis quand on voit qu'on n'y arrive pas, on perd en motivation parce qu'on voit que l'objectif a été trop difficile. Mais donc est-ce que tu as déjà vécu ça à la salle, un exemple de personnes qui se disaient oui moi je vais réussir à faire cette performance ou avoir ce physique et au final en voyant qu'ils n'arrivaient pas, ils se décourageaient? C'est déjà arrivé, ça arrivera encore je pense malheureusement. C'est le tout est d'y aller step by step et de se donner en effet des paliers réalisables, atteignables dans le temps et toujours être bienveillant envers soi-même et célébrer chaque victoire aussi, même si ça va pas aussi vite que ce qu'on aurait espéré, c'est mieux qu'hier quoi. Donc on a parlé des objectifs, j'ai beaucoup de gens qui ont un objectif, le marathon de Valence en décembre, j'ai beaucoup d'amis qui le font et c'est vrai qu'il y en a un qui s'est blessé récemment. Et c'est vrai qu'il est tombé de haut parce qu'en fait, il s'est fixé des objectifs à court terme, moyen, long terme. Mais là, malheureusement, il doit changer de plan d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Quand une brique nous tombe dessus, on est forcé d'être à l'arrêt.
comment remettre ses objectifs sur pied? C'est ça. Alors, l'attitude que nous, on prône, c'est l'attitude de résilience et de pouvoir rebondir. La résilience, c'est cette flexibilité mentale qui fait que on se dit que de toute façon, il y a quelque chose qui va arriver. Parce que la vie est faite de choses inattendues, parce que dans le sport, ça se passe jamais comme on l'a pensé. On fait des erreurs, il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Et donc, cette idée de flexibilité mentale et de rebondir, c'est de se concentrer, sur les choses qu'on peut contrôler. Et donc, la flexibilité mentale, c'est vraiment sur le long terme, de se dire de toute façon, il y a des choses qui vont arriver, je dois être prêt, je dois avoir des scénarios, si jamais ça arrive, je me prépare. Et le fait de rebondir, c'est quand ça arrive, de retomber le plus rapidement sur ses pattes et de se dire, voilà, c'est arrivé, je vais vous donner un exemple dans le hockey parce que c'est mon sport. L'arbitre siffle, il se trompe, c'était pas ça qu'il devait siffler. Comment est-ce que tout de suite on se remet dedans pour pas commencer à râler et pas se repositionner, mais de tout de suite être de retour et être performant. Et directement focus, oui, c'est vrai. Donc c'est plutôt la première stratégie. J'ai 3 mois d'entraînement intensif. Il va y avoir des pépins, je vais tomber malade, je vais me faire une entorse de cheville peut-être. Je suis prêt à ça mentalement. Et après, le jour où ça arrive, directement rebondir et pas rester sur ses acquis. Avant de nous quitter, Joy, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai le Welcome Jimmies. Wow. Vu que tu es ici au Club Gyms de Other Game, tu auras ta petite récompense. On espère évidemment que tu auras le Second Home Jimmies. Là, il faudra quelques petits entraînements. Et alors, tu auras ce badge. D'ailleurs, tu vas venir faire un cours Welcome Mom, j'ai entendu. Oui, les Moving Moms. Moving Moms. Yes, j'adore. Écoute, on t'attend et Prisca sera là pour te coacher pour ce premier cours. Avant de fermer les portes du van, on va retrouver Alban et Matteo dans le gyms et ils vont faire leur locker room confession. C'est parti. Alors, quelle est ton excuse préférée pour pas aller à la salle de sport? Tu me connais, moi tu sais que des excuses, il y en a pas. Je suis à la salle tous les jours, sinon on n'arrive pas à dormir. Quelle est la chose la plus étrange que tu as entendue dans les vestiaires? Je pense que c'est peut-être les gens qui chantent sous la douche. Il y en a un, je sais pas qui c'est, mais il y en a qui chantent. Ok. Qu'est-ce que tu fais comme bruit pendant que tu t'entraînes? C'est interdit les bruits? Non, pas de bruit, c'est en mode silencieux. Bon Mathéo, si tu dois emporter un équipement ou un accessoire de fitness sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? Je dirais la ceinture de force, allez quand même. De quelle manière vous récompensez-vous pour vos efforts après une séance de sport? Comme on fait ça à la fin de journée, je pense juste la petite protéine, le calme, le repas et dodo, c'est tout. Alors dis-moi Mathéo, sors-moi ton téléphone, montre-moi un peu ta dernière selfie que t'as prise ici. Allez. T'es sur la bonne photo parce que je vois. Est-ce que tu fais plus d'efforts quand tu vois de belles femmes dans la salle? Oui, forcément. Ouais? Allez. Non, ça franchement non. Je sais qu'il y en a certains qui en font des tonnes. Ok. Donc, disons qu'allez, je vais faire le truc plus sérieusement, tu vois. Moi, figure-toi, pas spécialement. Pas spécialement. Par contre, des fois, quand j'ai un petit coup de mou, rien que de voir des gens dans la salle, voir un peu l'énergie, ouais, ça me rebooste. Ouais. Je suis désolé, hein. En tout cas, je tiens à vous remercier, Joy et Prisca, pour cette conversation. C'était super intéressant. J'espère que tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent sont motivés ou en tout cas ont la stratégie idéale pour rester motivés sur le long terme. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes. Si vous voulez nous voir en vidéo, c'est sur YouTube. Et si vous voulez les petits potins, les petits backstage, ce sera sur Instagram. À très vite.